Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Et donc, bienvenue dans la deuxième partie de notre journée qui est le monde associatif demain. Alors, en introduction à la première table ronde de l'après-midi qui s'intitule « Quels besoins pour un développement associatif ?» On vous propose d'abord un petit aperçu de ce que produit le monde associatif en termes d'alternatives avec une dizaine de minutes consacrées au Transiscope. Certains connaissent certainement, c'est un portail qui permet de visualiser les projets de la transition écologique et sociale. Et donc, nous avons demandé à 2 représentants d'organisations impliquées dans la construction de cet outil de nous le présenter. Et cela va nous permettre probablement de mesurer à quel point cet outil n'est pas qu'un outil, mais l'instrument d'une stratégie globale qui vise à travers ce vecteur de connexion Transiscope à accélérer et intensifier les mises en lien des acteurs de la transition. C'est une stratégie qui a d'ailleurs un nom qui s'appelle Faire Système et nous allons comprendre pourquoi. Et après cela, nous nous poserons donc l'incontournable question de savoir comment sont financés ces projets porteurs de transition, comment ils sont financés aujourd'hui, mais surtout comment ils peuvent l'être demain. Et donc, je vous invite Solène Boisiot et Floriane Hamon, respectivement du mouvement Utopia et du mouvement Les Colibris, à vous présenter d'un mot et nous décrire en quelques minutes, en 10 minutes top chrono maximum, ce qu'est le Transiscope et ce qu'il peut être demain. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour me présenter, donc en effet, Floriane Hamon, je travaille donc pour l'association Colibri, qui est un mouvement citoyen qui s'est donné pour mission d'inspirer, relier, soutenir les citoyens qui veulent œuvrer dans la transition écologique et sociale. Cela en créant des projets, des outils, des communautés pour les rassembler. Et donc moi, je travaille en particulier sur le projet de cartographie près de chez nous, qui est une des sources de données de Transiscope. Solène, je te laisse peut-être te présenter avant de partir sur la présentation de Transiscope. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Solène Boisiot et je travaille pour le mouvement Utopia, qui est une association d'éducation populaire, membre aussi du comité de pilotage de Transiscope. Et donc, le mouvement Utopia adresse plein de sujets pour construire un projet de société féministe, humaniste, écologiste. Et je travaille tout particulièrement sur les questions de démocratie locale et de transition sur les territoires. Alors, du coup, pour vous présenter Transiscope, j'ai fait mon partage d'écran. Normalement, ça fonctionne. Ça marche très bien. Confirmation, ok. Ouais, très bien. Donc voilà, on voulait démarrer par un petit historique du projet, puisque la plateforme a été publiée en 2018, mais il faut savoir qu'avant ça, il y a eu un gros travail. Les premiers échanges ont démarré en 2015. Et il y a eu plusieurs rendez-vous, jalons, qui ont permis à la fois de bien construire les contours du projet, mais aussi construire le collectif, accueillir de nouvelles structures au sein de ce collectif. Donc voilà, c'est un travail de 3 ans qui ont permis de lancer la plateforme en septembre 2018 avec un premier outil donc de cartographie. Et depuis, on travaille donc à améliorer cet outil de cartographie. On a d'autres idées d'outils qui sont en cours de développement et on a travaillé sur cette nouvelle stratégie Faire Système 2021-2023 dont Solène vous parlera plus en détail tout à l'heure. Donc Transiscope, c'est un projet qui a 4 objectifs. Le premier, c'est d'être en capacité de trouver les acteurs et les actions de la transition sur son territoire. Et ça de façon simple pour ensuite permettre à chaque citoyen de s'engager et de participer aux actions qui existent sur son territoire. Le deuxième objectif, c'est de développer tout un ensemble d'outils en bien commun. Donc que ce soit les logiciels, ils sont développés dans le monde du libre, mais c'est aussi le cas de nos méthodes de travail que l'on souhaite documenter, capitaliser pour pouvoir être partagées au plus grand nombre et que d'autres collectifs, d'autres structures puissent aussi s'en saisir. Le troisième objectif, c'est d'accélérer la mise en réseau. Donc ça, à plusieurs niveaux. Donc il y a une première mise en réseau qui se fait avec ce comité de pilotage
avec les différentes structures qui font partie du Transiscope. Il y a aussi une mise en réseau avec les sources de données. Et le troisième niveau de mise en réseau, eh ben, en fait, c'est cette mise en réseau au niveau local. Le fait de rendre visibles les alternatives, ça permet en fait aussi de faire en sorte qu'elles se connaissent et les inciter à la coopération. Et enfin, le dernier objectif, c'est de pouvoir faire une analyse globale d'un territoire. Grâce à l'agrégation de données, en fait, on peut visualiser les territoires et voir les thématiques, les problématiques qui sont manquantes sur un territoire et ce qui devrait être développé. Voilà, donc pour vous donner une idée de à quoi ressemble aujourd'hui la cartographie, pour vous donner envie d'aller sur notre plateforme transiscope.org, vous avez là une image un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur la cartographie avec les alternatives qui sont visibles par catégorie, par source de données et à chaque fois avec une fiche descriptive des alternatives. Voilà, et donc avant de passer la parole à Solène, quelques chiffres sur le projet. Donc depuis 2 ans que le portail a été publié, donc on est 14 organisations dans le comité de pilotage de Transiscope. Il y a 36 sources de données qui ont été agrégées au fur et à mesure, ce qui correspond aujourd'hui à 35 000 alternatives présentes sur la carte, principalement en France, mais en fait la cartographie elle est sur le monde entier. Donc voilà, après aujourd'hui on a essentiellement des sources francophones, mais ça aussi c'est un travail qui est en cours aussi d'ouvrir à des sources qui peuvent provenir d'autres pays. On a à peu près 150 000 utilisateurs qui sont passés sur la plateforme et d'un point de vue financier, donc on a un budget qui est entre 10 000 à 20 000 euros par an et on a surtout aussi beaucoup d'heures de bénévolat qui sont valorisées à 60 000 euros par an. Voilà. Solène, je te laisse la parole pour la suite. Ok, merci. Donc, comme Floriane l'a dit, on est un comité de pilotage qui rassemble une bonne dizaine d'organisations. On essaye de garder une taille qui nous permet de gérer aussi le projet de manière coopérative. Et donc, bon, on a par exemple intégré Asteria récemment dans le comité de pilotage. Mais c'est aussi un noyau qui est assez stable depuis 3-4 ans. Ce qui est depuis le début, c'est qu'on a essayé de ne pas avoir une structure centrale. On n'a pas créé d'association. Transiscope est un projet et il n'y a pas d'association en droit à Transiscope parce qu'on a souhaité garder quelque chose de vraiment porté par les différentes structures, collectifs, associations du comité de pilotage. Donc, comme l'a dit Florian, on fonctionne avec des méthodes de gouvernance partagée, donc sur un fonctionnement horizontal et collaboratif. Et l'idée, quand on est membre du comité de pilotage, c'est vraiment de contribuer au projet, que ce soit en termes financiers, en donnant du temps, enfin en contribuant avec du temps au projet, donc que ce soit via les salariés des organisations, les bénévoles des organisations qui font vivre le projet, et du coup, sinon en contribuant avec en mettant à disposition des outils. Donc, par exemple, Julie a mis à disposition des pads. Alternativa nous permet d'avoir des... Voilà, on fonctionne beaucoup en coopération avec des outils numériques et comme on l'a dit, on expérimente des méthodes de facilitation. Merci. Donc, on a à la fois une coopération politique qui est donc qui est vraiment dans cette contribution des membres et ce rapport dans le comité de pilotage et aux sources et aux contributeurs et contributrices du projet. On a des groupes de travail et l'idée, c'était vraiment que chacun garde son identité, son identité politique dans ce projet et qu'on apporte des compétences et ressources selon ce qu'on peut apporter au projet. Et on a une coopération technique à travers les outils libres qui sont réutilisables et qui sont documentés, sur lesquels les outils numériques sur lesquels repose le projet, qui sont à la fois Google Carto, qui est un outil
qui a été développé pour permettre de créer et visualiser facilement des cartographies. Donc, c'est le logiciel Transiscope pour qu'on visualise la carte. Et le bus sémantique, c'est un outil qui a été développé pour permettre de justement agréger les différentes bases de données et pouvoir les ressortir sur une même visualisation. Voilà. Comme on a évoqué, on a aujourd'hui travaillé après 2 ans de développement des bases du projet, de structuration de notre gouvernance, de notre fonctionnement. Enfin, une fois qu'on a sorti la carte, on a eu beaucoup d'étapes depuis 2 ans pour stabiliser les bases du projet. Et là, on a travaillé sur la stratégie 2021-2023, donc sur une stratégie pour que Transiscope soit au service de cette stratégie faire système et de voir qu'est-ce qui était prioritaire pour Transiscope pour faire advenir une transition plus systémique, écosystémique sur les territoires. Donc, ça a été 1 an de travaux de la part du COPIL. Et notre stratégie, du coup, pour la suite, elle repose sur 3 axes. Un premier point, c'est continuer à renforcer le projet, les bases du projet. On a plein d'améliorations à faire ou qui ont été faites sur la V1 du projet, donc la cartographie, comme par exemple la gestion, la modération qui doit être faite par les sources. Du coup, Transiscope, on ne modère pas les sources, mais l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent signaler quand il y a un problème sur une donnée et que ce soit renvoyé directement aux sources, ou la gestion des doublons, le renforcement de notre gouvernance. Voilà, tout ça fait partie de l'axe 1, renforcement du projet. Le deuxième axe, c'est renforcement de la coopération. Je pense que j'en ai dit pas mal déjà. C'est continuer à faire vivre expérimenter cette coopération de gouvernance partagée et documenter ça. Notre but, c'est pas de former les gens à la gouvernance partagée, mais vraiment de pouvoir documenter et valoriser notre fonctionnement. Et enfin, l'axe 3, sur lequel je vais revenir un peu plus précisément avec la diapo suivante, c'est dynamiser les écosystèmes d'alternatives sur les territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière les actions de nos collectifs, enfin, des collectifs locaux, des membres, même des autres alternatives, des collectifs inter-orgas locaux sur les territoires, de pouvoir outiller et fournir les ressources, d'aiguiller les demandes de soutien et d'imaginer une communauté de tiers. Donc, en fait, l'idée dans cet axe 3, c'est vraiment de renforcer la communauté de Transiscope, que ce soit les sources, des collectifs locaux, inter-orgas, que Transiscope soit au service de ce renforcement-là sur les territoires. Je passe vite parce que je vois qu'on approche de la fin. Et donc, la dernière diapo, c'était un peu en lien avec la discussion qui nous amène aujourd'hui ou cet après-midi. Revenir un peu sur notre modèle économique. On a démarré le projet grâce à un financement de départ sur la base des contributions des membres. Donc, comme je l'ai dit, des contributions de richesses humaines, ressources humaines, bénévoles ou salariés, financières ou de moyens techniques. Pour 2021-2023 ou pour la suite, on a fait une demande structurelle de financement qui est portée par un des membres du COPIL. Et on est sur la possibilité de créer une association de financement, toujours pour avoir ce projet qui soit géré par membres, mais qui n'est pas une association centralisatrice. Et enfin, on va continuer la recherche de financement pour le projet par les différents membres. Et voilà. Merci. Merci 1000 fois, Floriane et Solène. Merci beaucoup. Juste peut-être un micro-point technique. Pensez à couper les micros si vous ne parlez pas, parce que je crois qu'il y a pas mal de souffle. Je propose de passer maintenant la parole à Bastien Zapata. Peut-être, Bastien, tu peux te présenter d'un mot et introduire la table ronde qui vient d'être avec donc, le préambule qu'on vient d'avoir là du Transiscope. Je te laisse la parole, Bastien. Ah, je crois que ton micro est coupé encore. Oui, c'est bon. Ouais, merci. Ça marche, super. Oui, Bastien Zapata, moi je représente la Solidaire. On est une petite association, une jeune association des étudiants de la chaire économie solidaire du CNAM, donc qui représente les étudiants recherche en travail social et les étudiants
en ESS au CNAM. Donc voilà, et puis on est partenaire aussi de l'événement de cette journée. Donc merci déjà de me laisser la parole et d'animer cette table ronde et qu'on puisse la poursuivre ensemble dans l'après-midi sur quels sont les besoins pour un développement associatif. Donc on l'a vu depuis ce matin, il existe de nombreuses alternatives qui fleurissent sur l'ensemble du territoire, avec des développements quand même qui restent assez limités dans leur structuration actuelle et notamment sur la question du financement du monde associatif. Et pourtant, malgré ces difficultés, on a d'autres modalités de soutien qui arrivent à se créer et qui participent justement à l'émergence d'un système qui est plus désirable et qui permet d'espérer un essor du nouvel associationnisme dont on a un peu parlé au cours de la matinée. Donc effectivement, les questions un peu du fonctionnement économique et des financements des associations se posent. La question d'évolution de ces financements de manière quantitative, sur la question de sources de financement peut être posée. C'est les interrogations qu'on va maintenant se poser et on va s'interroger sur ces questions-là, avec peut-être une ouverture en matière de un peu plus d'actualité, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du Covid et que nous traversons, cette crise vient se superposer à des bouleversements sociaux et économiques qu'on traverse déjà depuis quelques années. Et tout ça, ça vient modifier les financements et leur nature. Et c'est sur ces questions-là que je vous propose qu'on puisse faire un peu un tour d'horizon et des débats autour des solutions qu'on peut réfléchir ensemble à l'heure actuelle. Alors pour ces discussions, on a deux personnes qui nous accompagnent. Frédéric Fuder, délégué général du mouvement associatif, ainsi que Jean-Michel Lucas, économiste et ancien directeur régional des affaires culturelles. Donc je vous propose éventuellement que l'un de vous puisse nous parler des questions de financement, de leur évolution, de leur nature, de leurs sources. Je ne sais pas lequel des deux. Alors, est-ce que c'est moi qui leur redonne la parole? Frédéric va commencer, ça sera mieux. Frédéric. D'accord, j'y vais. Alors, Bonjour. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. Alors, c'est un très très vaste sujet posé comme ça, le sujet des financements de la vie associative. Moi, je vais me concentrer plus spécifiquement sur la question du financement des politiques de vie associative de façon plus transversale, sans rentrer dans les questions sectorielles qui peuvent être nombreuses aussi. Mais évidemment, alors je ne me suis pas présentée, je suis la déléguée générale du mouvement associatif. Pour un certain nombre d'entre vous, vous savez ce qu'est le mouvement associatif. Nous regroupons en notre sein de nombreuses coordinations et groupements associatifs de tout secteur d'activité, et avec pour objet de travailler sur les sujets transversaux de développement de la vie associative et de reconnaissance des acteurs et de l'apport de la vie associative à notre société, aux enjeux sociétaux. Donc, je ne vais pas balayer la question de l'évolution des financements associatifs. Je pense que vous êtes très nombreux à savoir très bien quelles sont les tendances de ces dernières années sur ce qui marque le financement des associations, l'augmentation de la commande publique, la diminution des subventions, l'augmentation des ressources d'activité, enfin voilà, des modèles assez changeants, évidemment avec un certain nombre de sujets d'interrogation sur ce que ça veut dire pour la reconnaissance de l'initiative associative, la possibilité pour les associations d'inscrire leur action dans une certaine pérennité, dans la durée en tout cas, et de ne pas être obligé d'être orienté uniquement sur le projet, l'action, au détriment de leur projet associatif. Ce sont malheureusement des tendances qu'on a clairement observées et qui sont documentées sur ces dernières années. Donc, la bataille, je pense qu'on peut
mener collectivement sur ces sujets et qu'on mène collectivement, c'est effectivement de réussir à interroger les moyens pour financer les associations et la vie associative dans leur développement, donc pas seulement sur leur projet d'action, mais pour tout ce que ça produit pour la société, pour le citoyen, dans ses capacités d'émancipation, dans la construction de la parole collective, dans la contribution au débat démocratique, etc. Alors, nous portons tous depuis un certain nombre d'années l'importance de la subvention par rapport à la commande publique, le fait que la subvention doit bien être pleinement reconnue, non pas comme un cadeau qu'on va faire à quelques associations, mais bien comme un investissement dans l'initiative associative et la reconnaissance de cette initiative associative, de la capacité donc des citoyens organisés en association à inventer des moyens d'action, à les porter. Voilà. Donc la subvention et la pluriannualité, qui est là aussi un élément qui malheureusement disparaît de plus en plus fortement. Les associations se retrouvant contraintes à des demandes annuelles qui leur interdisent de se projeter sur quelques années et de pouvoir avoir une certaine sécurité dans la façon dont elles mènent leur projet. Donc ces deux aspects sont évidemment portés depuis longtemps. La charte des engagements réciproques est un outil sur lequel nous essayons de nous appuyer, mais qui est malheureusement à ce stade encore très insuffisamment reconnu par les pouvoirs publics eux-mêmes qui l'ont pourtant porté et signé. On ne peut, je pense, qu'inciter les acteurs associatifs eux-mêmes à se saisir de cette charte, à la connaître et à pouvoir la porter auprès de leurs interlocuteurs, parce que la charte reconnaît bien l'importance de l'initiative associative, l'importance de la subvention comme un moyen de soutien de cette initiative et l'importance d'inscrire des relations dans la durée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ça fait quelques années que pour notre part que nous portons fortement la proposition de développement du FDVA, donc un outil existant, le Fonds de développement de la vie associative, et que nous portons cette proposition de développement pour que le FDVA devienne véritablement un fonds de développement de la vie associative, un outil à la hauteur des enjeux, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Le FDVA aujourd'hui, c'est composé d'une partie sur la formation des bénévoles, 8 millions, ce qui est évidemment totalement ridicule. Si on regarde du nombre de bénévoles, on peut se dire que ça permet de toucher à peu près 2% des bénévoles, ce qui est évidemment bien en dessous des besoins. Et aujourd'hui, le FDVA permet le FDVA formation permet de soutenir plus ou moins la moitié des demandes qui sont faites par les associations et dans un système qui reste encore aujourd'hui très fermé, puisque comme il y a très peu de moyens, on fait peu la promotion. Il y a certainement plein d'associations qui ne savent même pas que ce moyen existe et qui donc ne demandent pas de fonds. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le FDVA qu'on appelle fonctionnement innovation, qui soutient des projets au travers d'un appel à projet, qui peut aussi soutenir un peu de fonctionnement, mais qui là aussi est très inférieur aux besoins, puisqu'il y a jusqu'à présent 25 millions d'euros, ce qui permet de soutenir là aussi à peine la moitié des demandes qui sont portées, et on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir bien plus si vraiment on faisait la promotion pleine de l'outil. Et de toute façon, cet outil-là ne peut se limiter à la question du soutien à la formation des bénévoles et au financement, à la contribution au financement d'un certain nombre de projets. Pour que le Fonds de développement de la vie associative soit vraiment un fonds de développement de la vie associative, il faudrait qu'il ait aussi les moyens d'accompagner les associations dans des études, des expérimentations pour qu'elles puissent faire progresser leurs pratiques, pour favoriser la structuration, le travail collectif des associations et des réseaux, qu'il puisse y avoir un soutien plus large au fonctionnement associatif lui-même, un soutien aux moyens d'accompagnement et aux démarches d'accompagnement. Tout ça, aujourd'hui, le Fonds de développement de la vie associative n'a absolument pas les moyens de le prendre en considération. Alors, on a une toute petite première étape de gagner, on va dire, puisque après plusieurs années de portage de la proposition, une partie des fonds, des comptes inactifs, bancaires des associations vont être réfléchis vers le FDVA une fois qu'elles ne sont pas réclamées, donc au bout de 20 ans pour faire court, donc vont venir alimenter le Fonds de développement de la vie associative. En gros, en fonction des années, ça devrait être quelque chose comme 20 millions supplémentaires. C'est un premier pas, mais qui reste largement insuffisant.
Et donc, il faut vraiment, enfin, de notre point de vue en tout cas, et c'est ce que nous portons auprès des pouvoirs publics, il faut vraiment qu'on puisse penser l'outil FDVA comme un vrai outil structurant avec les moyens qui vont avec. On peut pour ça imaginer que il y ait un système de mise en commun de fonds d'un certain nombre de fondations, par exemple, plutôt que de laisser les associations dans une relation bilatérale avec les acteurs pour obtenir du financement, qu'il puisse y avoir un fonds commun qui puisse être réfléchi vers ce FDVA et qui puisse ensuite venir alimenter le tissu associatif avec une gouvernance qui est régionale, départementale, à laquelle participent les acteurs associatifs. Et là aussi, on peut évidemment penser à élargir la gouvernance du FDVA telle qu'il existe aujourd'hui pour intégrer plus de diversité associative et pour vraiment que l'on puisse travailler la façon dont les moyens sont alloués au secteur en fonction des besoins du territoire, en fonction des besoins identifiés par les acteurs associatifs réunis ensemble sur qu'est-ce qui manque sur telle partie du territoire, comment on pourrait faire pour permettre de soutenir la vie associative. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, il nous semble aussi aujourd'hui nécessaire de penser les moyens de soutien aux associations dans leur rapport démocratique, leur contribution au débat public, dans leur capacité d'interpellation. C'est-à-dire reconnaître le dialogue civil, finalement, au même titre que le dialogue social, et penser son financement de façon structurelle et de façon pérenne, là encore, hors de relations bilatérales qui peuvent venir largement affaiblir la capacité des associations à se projeter dans ce débat démocratique. Je crois que vous avez vu ce matin des échanges autour du premier rapport de l'Observatoire des libertés associatives. Évidemment, on voit bien que la relation bilatérale de financement peut être un obstacle parfois, ou en tout cas, peut certainement y avoir des phénomènes d'autocensure pour des associations se projeter dans une capacité d'interpellation quand elles savent que les financements derrière peuvent être largement mis en cause. Donc cette contribution au débat public, ce rôle d'acteur du dialogue civil dans toutes ses dimensions doit pouvoir être vraiment reconnu et financé. Alors, le fonds d'interpellation citoyenne qui avait été porté dans le rapport Baquet-Meshmach, je crois que Marie-Hélène Baquet, c'est question à un moment que Marie-Hélène Baquet intervienne cet après-midi, mais c'est une proposition qui doit continuer à être portée. Je pense que nous avons pour notre part reprise au moment des élections présidentielles, qu'on continue aujourd'hui à porter dans le cadre notamment d'un plaidoyer qui est co-construit avec d'autres acteurs, passant nous également pour le renforcement de la vie associative dans les quartiers politiques de la ville. C'est un vrai sujet de savoir comment est-ce qu'on peut soutenir et favoriser la prise de parole des citoyens dans le cadre d'associations très locales et de leur donner les moyens de le faire. Je pense que plus largement, de toute façon, cette question de la contribution au dialogue civil doit être examinée. Et c'est une proposition qu'on souhaiterait nous pouvoir travailler vraiment collectivement dans la perspective des élections qui arrivent, des prochaines élections présidentielles, qui puissent être une vraie proposition du secteur associatif pour sa reconnaissance pleine et entière. Voilà, je m'arrêterai là. Oui, Jean-Michel Lucas. Ah bon. Donc personnellement, je suis pas sûr de répondre à la question qui est celle des solutions. Hein. On a encore un titre, de table ronde qui porte sur les solutions. C'est pas l'idée d'efficacité, quoi. Trouver la solution 1. Moi, je vais plutôt rester sur le domaine plutôt de l'interrogation, de la question qui se pose, et simplement essayer de dire ce que pourrait être un cadre de négociation, non pas la solution, mais le cadre des négociations pour peut-être quelque chose qui s'appellerait des solutions. Et cette réflexion-là, elle vient d'une réflexion qu'on a pu mener en Nouvelle-Aquitaine autour des droits humains fondamentaux et la vie culturelle, mais on s'en écarte un peu. C'est plutôt l'histoire des droits humains fondamentaux qui nous a motivés. Et quand on a vu la crise se développer, on a lancé un appel, je ne sais pas si Baptiste est derrière, un appel justement
se posant la question des relations d'humanité dans un monde meurtri. C'était les questions qu'on s'est posées au eu égard ou en rapport avec les droits humains fondamentaux que normalement on doit tous partager. Donc si Jean-Baptiste est là, il a dû mettre la référence à l'appel qu'on a lancé sur cette histoire-là. Mais je vois pas notre Jean-Baptiste présent. Si, alors je ne sais pas si on m'entend, mais je fais suivre effectivement sur l'écran partagé le lien vers le texte « Quelles leçons d'humanité dans un monde meurtri ». C'est juste pour donner le cadre dans lequel je vais exprimer rapidement aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là. Et si on prend ce cadre-là, si on regarde la crise sanitaire, on arrive assez vite à une conclusion à double facette. La première, je crois que c'est assez facile à partager, c'est que le monde qu'on pourrait appeler le monde économique ou le monde des échanges marchands ou le monde de l'équilibre entre l'offre et la demande pour une société de bien-être juste, etc., il s'est complètement écroulé, quoi. En quelques heures, avec le virus, le monde économique, appelez-le comme vous voulez, hein, libéral, capitaliste, etc., quel que soit le nom qu'on va lui donner, il n'a plus été capable de sauver l'humanité. Ce monde-là, il n'a pas été capable de sauvegarder même l'humanité. Il n'a pas été en phase du tout avec une idée d'intérêt général global de l'humanité. Il a tout laissé tomber. Il a perdu pied. Voilà. Par contre, ce qui a permis de sauver l'humanité, ce qui a permis de sauvegarder la possibilité pour des êtres humains de rester libres, de rester dignes, de rester en autonomie, bien c'est d'autres types de relations que des relations de type marchande. Ce sont des relations, on peut dire, de personne à personne, des relations de solidarité, de ce type de relations qui, au fond, est renvoyé plutôt à l'existence de l'autre plutôt qu'à la réponse aux besoins de clients ou de public. Et cette idée-là nous a fait dire tout simplement que lorsque la croissance allait revenir, enfin, quand on va relancer, essayer de retrouver une autre société, ce serait totalement indécent, ce serait aussi inconséquent de vouloir tout remettre nos ressources et nos moyens, et en particulier les moyens publics, dans une relance économique, dans la logique purement économique, dans la logique de la relation de marchandises avec des prix et des équilibres offre et demande. Et donc, ce que la crise laisse voir, c'est que tout d'un coup, ce qui est essentiel, eh bien, c'est ce qui a été marginalisé totalement, on l'a dit assez ce matin et redit, c'est ce qui a été complètement marginalisé dans nos vies communes, c'est-à-dire le bénévolat, la vie associative, les logiques de solidarité, tout ça, ça passe après, lorsque la croissance sera revenue. Et donc, ce que la crise nous montre, c'est que c'est en fait l'humanité a tenu à l'inverse. C'est bien la logique marchande qui n'a pas été capable de remplir ses missions d'humanité, s'est écroulée. Et c'est bien la logique, disons, associative pour faire plaisir à tout le monde, mais la logique de solidarité, la logique justement de relation de personne à personne, qui a été essentielle. À partir de ce moment-là, on a suggéré que effectivement on soit plus attentif à cette logique d'humanité. Certains ont parlé d'humanisme, de société plus humaine, mais c'est très exigeant. Une société humaniste ou une société plus humaine, c'est une société qui garantit que les droits des personnes seront bien respectés, qu'on a bien affaire à des personnes libres et dignes, donc des personnes qui sont prises en compte dans les discussions, dont la vie compte, et donc une société qui est animée, on l'a esquissé ce matin, je crois, qui est animée par des logiques de dialogue, de confrontation, des règles de débat démocratique. Et ça passe par l'idée de chaque organisation, chaque situation, chaque fait doit être interrogé du point de vue de son respect des valeurs d'humanité, c'est un droit humain fondamentaux. Chaque personne doit être aussi plus libre, de plus en plus libre, de plus en plus digne, reconnue dans sa dignité et de plus en plus capable d'exprimer sa raison et donc la logique d'autonomie et d'émancipation, le pouvoir d'agir si vous voulez, à la limite. Donc cette idée-là nous a conforté dans l'idée que l'avenir ne pouvait être qu'un renversement, si on le voulait bien, c'est politiquement, un renversement des valeurs d'intérêt général qui doivent se reporter vers les valeurs de solidarité et ne plus se satisfaire des valeurs de rentabilité de l'économie marchande.
Et ça, c'est la première observation. Elle peut tomber dans un grand trou noir, même si la démonstration a pas été assez efficace. Elle n'a pas été pour le gouvernement, parce qu'il n'a fait qu'une relance économique, il a oublié toute la logique associative. Mais ce qui est encore plus étonnant dans ce moment-là, c'est que y a une autre chose qui est visible, c'est que le système économique libéral, qui a fixé des règles extraordinairement précises pour gérer la dépense publique, la dépense d'intérêt général, ce système-là s'est effondré aussi sur ses propres règles. Alors ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que là où on avait des règles de ne pas dépasser les 3% de déficit, là on avait des règles où chaque franc prêté devait être remboursé, là on a des règles qu'on a tous intégrées, que si on a de l'argent, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une contrepartie. Ce système de règles-là s'est complètement écroulé. Et qui c'est qui l'a écroulé? Ben, c'est pas les petites mains des forces associatives, ni les forces politiques, c'est la banque centrale, les banques centrales, qu'elles soient européennes ou américaines, elles ont toutes fait la même chose. Ce sont la Banque centrale européenne en particulier, qui a cassé ses propres règles et qui tout d'un coup s'est dit, oh là là, la situation est tellement grave, l'économie s'est tellement pris les pieds dans le tapis que mes règles ne tiennent plus. Les règles d'intérêt général de la gestion de l'argent ne fonctionnent plus. Et par conséquent, on a vu, et c'était déjà vrai en 2008, on a vu la Banque centrale européenne se mettre en situation, eh bien, de prêter, et prêter même sans demander le remboursement, sans exiger le remboursement. Ça, c'est vrai pour les États. Les États maintenant sont endettés et ne rembourseront jamais. Et c'est vrai depuis quelques semaines pour des prêts que les banques peuvent accorder à des ménages aussi bien qu'aux entreprises, vu la situation dramatique dans laquelle est l'économie. Et là, on est aujourd'hui à une situation où il y a 3 000 milliards de crédits, de création de monnaie, pour le dire comme ça, qui sont disponibles pour essayer de faire en sorte que les acteurs se retrouvent un chemin. Et si on laisse des choses faire, ce sera un chemin d'économie concurrentielle, ce sera un chemin de croissance. Et alors qu'on vient de voir que c'était pas le chemin de croissance qui avait sauvé l'humanité. Et donc là, il y a un parti pris politique à avoir en disant cette création de monnaie, eh bien, elle doit aussi à des hauteurs considérables, parce que le mouvement associatif est aussi pris dans des logiques économiques. Cette création de monnaie doit pouvoir aussi bénéficier à ceux qui ont permis à l'humanité de se sauver et qui permettront encore à l'humanité de se sauver, même lorsque l'économie marchera bien. Alors, du coup, on a je vous fais le grâce de tout ça parce que à un moment donné, on comprend plus rien, mais c'est quand même ça. La banque centrale crée de la monnaie et ne demande pas le remboursement. Ou quand il y a remboursement, eh bien, celui qui ne peut pas rembourser, il rembourse avec le nouveau prêt qu'il fait à la banque centrale, ce qui est le cas des États. C'est quand même extraordinaire. Vous avez une dette, eh bien cette dette, elle est effacée parce que justement, à chaque fois qu'il faut la rembourser, vous avez un nouveau prêt. Donc, le mouvement associatif, disons globalement, le mouvement des solidarités, je préférerais, le mouvement des solidarités qui s'engage sur les droits humains fondamentaux, qui s'engage à être d'intérêt général parce que justement satisfaisant les enjeux de liberté, de dignité et d'émancipation des personnes, devrait pouvoir bénéficier de cette création de monnaie. Et c'est pas que c'est impossible, c'est 3 000 milliards, on doit bien pouvoir en trouver. Alors moi j'ai mis 8 milliards pour la France, ça peut être 5 ou 3 ou 10, ça n'a pas d'importance. L'enjeu c'est de négocier cette possibilité de bénéficier d'une création de monnaie qui ne sera jamais remboursée grâce à, effectivement, alors soit l'État, ce qui est le plus simple, la couverture de l'État, la bénédiction de l'État, la garantie de l'État, soit aussi, j'y avais pas pensé avant, mais en vous écoutant, j'y ai repensé, soit aussi une coalition de grandes banques mutualistes ou de grandes sociétés, disons, mutualistes de l'économie sociale qui pourraient très bien servir d'intermédiaire pour permettre effectivement de ne pas dépendre simplement de l'État ou pas dépendre des banques purement commerciales. Là, il y a tout un champ, c'est pour ça que c'est pas une solution, mais pour moi, ça devrait être un vrai terrain de négociation. Il n'y a pas de raison. Alors, certains l'appellent la monnaie hélicoptère. J'ai vu, après avoir écrit l'article et fait diffuser que Madame Duflot reprenait cette idée-là aussi récemment, prix Nobel quand même de l'économie. J'ai retrouvé dans d'autres textes. Il y a un chantier. Il ne doit pas faire peur parce que si ça ne fait pas peur aux entreprises privées, si ça ne fait pas peur aux États porteurs du capitalisme, ça ne doit pas nous faire peur non plus. On est devant un système qui doit être capable de négocier de la création monétaire pour sauver l'humanité, pour faire humanité ensemble, à condition effectivement qu'on négocie non pas sur l'économie,
combien vous allez rapporter, etc. C'est fini, ça. On ne demande pas combien vous allez rapporter, c'est combien vous allez vivre et comment vous pouvez vivre. Et donc, la négociation, c'est comment on peut vivre en faisant en sorte que ce soit d'intérêt général, c'est-à-dire que les personnes soient plus libres, plus dignes, plus autonomes, plus en capacité de négocier. Je pense que ce serait dommage de passer, de pas voir que le système lui-même qui a enfermé, qui nous a enfermés, qui vous a enfermés dans un système, vous n'avez pas de sous, vous vendez pas, donc vous n'avez pas d'argent, ce système-là a lui-même mis ses règles à la poubelle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas parce que l'entreprise va gagner de l'argent qu'elle a après, ou que l'État va rapporter qu'il a après, c'est parce que c'est nécessaire pour qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde meurtri. Voilà, j'étais un peu vite, tout ça a été écrit aussi, ça peut donner lieu à des discussions. En tout cas, je sais que ça fait peur, cette histoire de prêt, d'emprunt, parce que quand est-ce qu'on remboursera, etc. Et ce serait dommage, ça passe peur au milieu associatif qui a eu un tel rôle pendant la crise, et alors que ça fait pas peur aux grandes entreprises qui ont parfaitement compris comment ça marchait, et aux États qui ont parfaitement compris qu'ils pouvaient alors jeter des milliards, des milliards, des milliards, parce que de toute façon, ils seraient jamais remboursés. Alors voilà, je m'arrête là parce que après, ça devient trop technique et ça sera pas forcément de ma compétence. En tout cas, c'est un appel à ne pas à aller chercher cette voie qui est nouvelle parce que justement cette voie parce que justement le système s'est écroulé. Donc prenons les armes de nos adversaires, ce ne serait pas une mauvaise idée. Pardon. Très bien. Bah, merci pour ces deux interventions. Alors, il me semble qu'on a encore quelques minutes devant nous, une dizaine de minutes si les personnes souhaitent poser des questions, intervenir. 12 minutes. On a 12 minutes. Montre en main. On peut intervenir à l'oral, là? Oui. Ouais. Alors, peut-être pas tous en même temps, mais les interventions sont possibles pour des questions ou même des interventions pour… Je suis Luc de l'Armina, oui. d'Opal. Donc, je connais la proposition de Jean-Michel Lucas. Je trouve qu'elle est intéressante parce que, en fait, on s'aperçoit que, d'une part, plus de la moitié des associations vont être en rupture de trésorerie très bientôt, là, je crois la moitié, ou bon. Que finalement, les mesures auxquelles elles ont fait appel tournent principalement autour du fonds de solidarité, de quelques fonds d'urgence, en tout cas pour ce qui est de la culture que je connais mieux. Donc, en fait, très peu. Donc, au final, on va se retrouver avec comme mesure principale le chômage, en fait. Donc, je trouve que la proposition, dans la mesure où on se dirige vers une année 2021 qui va être quand même plus que problématique pour les associations, et en tout cas pour les associations, voilà, encore une fois, culturelles que je connais mieux. Et du coup, la solution de se projeter sur une année 2021 en partant des droits culturels et alors je partage avec Jean-Michel cette histoire d'emprunt qui fait peur. Hier, j'entendais une intervention de France Active, d'un responsable régional de France Active. Et en fait, les associations font très peu appel à tous leurs prêts. Tout ce qui est BPI, etc., c'est pareil. Franchement, dans les mesures, en tout cas dans les enquêtes qu'on a pu faire, c'est absolument ridicule les emprunts bancaires, tout simplement parce que les associations, voilà, non seulement elles se disent que c'est pas pour elles, même si c'est remboursable, voire non remboursable, comme le dit Jean-Michel, mais aussi parce que les critères que donnait le responsable de France Active hier, je lui faisais remarquer que si les associations, c'était ridicule, hein, les associations qui faisaient appel à leur fonds, qui est comme le fonds qu'ils ont d'habitude, c'est-à-dire des apports en fonds propres, comme ils disent, les critères étaient les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut une certaine solidité financière, etc. Donc forcément, ils prêtaient que aux entreprises qui se projetaient vers un avenir économique sur un marché et pas du tout vers des associations qui certes peuvent bien gérer leurs emplois et leur budget, etc., mais néanmoins ne se projettent pas sur un marché. Donc, du coup, l'idée un peu radicale, je reconnais, de Jean-Michel, de se dire, ben voilà, on va soutenir
des associations qui vont respecter ou qui vont être dans le fil des droits culturels, ce qui est le cas pour aussi beaucoup d'associations. Et lançons finalement, c'est comme j'allais dire un plan de relance sur les associations. Peut-être qu'à la fin de cette journée, d'ailleurs, on aura cette idée-là, de se dire que finalement, il n'y a pas de plan de relance pour les associations actuellement. Il n'y en a pas. Donc, est-ce que à la fin de cette journée, en cumulant le projet de Jean-Michel et des propositions du mouvement associatif du CAC, il serait tout à fait envisageable et possible de lancer vraiment un plan de relance un peu cohérent et j'allais dire tout le monde ensemble, parce que je m'aperçois que ça va être vraiment nécessaire pour cette année 2021 qui quand même s'envisage difficilement là en novembre 2020. Voilà, je suis déjà trop long, excusez-moi. Dans cette réflexion sur la mutualisation des acteurs associatifs, de l'ensemble des personnes qui réfléchissent aussi autour du monde associatif, je crois que les réponses institutionnelles, Frédéric Fender en parlait, sont vraiment pas, c'est ce que Jean-Michel Lucas a souligné, à la hauteur des enjeux. Et je pense qu'il faut essayer de mutualiser, comme vient de le dire Luc, tout un ensemble d'idées pour converger vers une idée qui pourrait bénéficier de cette mutualisation. Et de ce point de vue-là, en lien avec la proposition déjà établie par Passons Nous, je crois qu'il faut aussi intégrer la proposition qui a été formulée par le collectif des associations de femmes des quartiers nord de Marseille, qui préconise, et c'est déjà en discussion parlementaire, que les biens confisqués au réseau mafieux soient attribués à des associations de proximité. Et là, on parle, si on se réfère au cas italien, de dizaines de milliards. Donc, on ne parle pas de sommes qui soient des sommes tout à fait négligeables. Et ce processus est déjà en discussion avec le fait que ces associations qui pourraient bénéficier de ce transfert, leur périmètre reste à évaluer, mais je crois que ce qui nous incombe dans la suite de ce que vient de dire Luc, c'est véritablement d'essayer que tout un ensemble de propositions qui sont sur la table là puissent être mises ensemble pour voir s'il y a possibilité d'aller dans un sens qui soit un sens partagé. Juste pour réagir peut-être sur la question des biens confisqués, effectivement, la proposition devrait aboutir prochainement, puisqu'elle est dans une proposition de loi qui est à la fin de son parcours parlementaire, qui existe bien. Alors, je ne sais pas s'il faut le regretter ou s'en féliciter, mais les biens confisqués en France n'ont rien à voir avec les niveaux italiens. Alors, c'est probablement parce que la mafia est moins importante chez nous, ou alors elle est différente, etc. Mais bon, ça ne représentera probablement pas les mêmes masses que ce que ça a pu représenter en Italie. Mais en tout cas, effectivement, la discussion parlementaire devrait permettre que ça se fasse effectivement. Après, moi, je trouve la proposition de Jean-Michel Lucas tout à fait intéressante parce que évidemment, on partage complètement les constats sur la centralité de la solidarité, des droits humains, la centralité du lien social et de ce que les associations y apportent collectivement. Et cette transformation des logiques, pour remettre ça au cœur, on le partage complètement, on l'a porté. Ceci étant, alors je ne sais pas s'il faut refuser le principe de réalité, mais j'entends moi ce qu'il dit par Luc, par Jean-Louis, évidemment, mais c'est pour ça que je me projetais plus sur un horizon des prochaines présidentielles. J'ai des forts doutes sur notre capacité, même si on se met tous ensemble là, à réussir à transformer totalement les logiques bancaires et les logiques du gouvernement pour rebasculer
complètement et faire en sorte que dans les 6 mois qui viennent, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, on puisse considérer que l'économie non lucrative est au moins aussi centrale que l'économie lucrative. Et j'en le regrette profondément, hein. Mais voilà, c'est malheureusement mon petit bémol. Ce qui ne veut pas dire, ça ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas construire ensemble des choses, porter des propositions, les étayer, en vérifier les faisabilités économiques, les validités économiques. Et je pense que de ce point de vue-là, ce que dit Jean-Michel Lugas sur la question des prêts à long terme, à très long terme, et le fait que c'est parfaitement que l'endettement à très long terme, que ces prêts ne sont de toute façon pas forcément remboursés par l'économie lucrative non plus, et que ça ne peut pas être un frein à notre réflexion, et ça je partage. Mais je pense qu'il faut quand même aussi savoir dans quel contexte on est. Je vois Jean-Baptiste qui fronce ses sourcils, j'imagine que c'est parce qu'on est presque à la fin, donc je vais m'arrêter, ce qui est dommage, mais il y a beaucoup à dire là-dessus, mais en revanche, je pense qu'il faut... Je pense que c'est important qu'on puisse partager sur des propositions de ce type-là, évidemment. Et juste une chose sur les prêts, effectivement, Luc a raison, il y a beaucoup d'associations qui ne recourent pas aux prêts qui sont aujourd'hui proposés, que ce soit le prêt garanti par l'État, les prêts à taux zéro dans le cadre des fonds résilience, résistance, etc. Parce qu'il y a un frein culturel pour les associations, effectivement, aller là-dessus, et un frein culturel des banques et d'un certain nombre à leur prêter. Je pense que là, par contre, on peut effectivement pousser pour que ces solutions-là, elles se transforment dans les mois qui viennent. Voilà, pardon, si j'étais trop longue. Oui. Non, excusez-moi, c'est un sujet tellement préoccupant que parfois je fronce les sourcils de manière involontaire, je ne m'en rends plus compte. Mais c'était surtout, oui, effectivement, on arrive bientôt à la fin. C'était peut-être pour préciser, parce que ça fait partie des prolongements qu'on peut avoir en tête, que dans un premier temps, si on avait pu faire cette rencontre en format conférence et non pas en format visioconférence, si on avait pu faire une rencontre physique, on avait prévu une table ronde qui aurait dû succéder à celle qu'on vient d'avoir. Qui aurait permis un dialogue avec un certain nombre d'élus et de responsables politiques. Parce que je pense qu'il va de toute façon falloir qu'on organise ça. A fortiori, parce que Julien Bayou, Mathilde Panot notamment avaient donné leur accord, mais il faut qu'on ait d'autres sensibilités partisanes. Et que le temps qu'on organise cette discussion, on peut tout à fait effectivement continuer ensemble. Et il faut le faire, je pense, à creuser les interactions qu'il y a entre les différentes idées qu'on a présentées là et continuer à travailler sur la faisabilité et la pertinence de ce qu'on peut proposer. Je peux dire un mot, Jean-Baptiste ? Oui, bien sûr. Simplement, pour mesurer si c'est réaliste ou pas, on n'a pas le passé pour nous. Et donc, par conséquent, il faut tenter des négociations et après, ça sera peut-être pas réaliste. Ce qui est tout à fait nouveau, ce qui est irréaliste il y a 8 mois, c'est que la Banque centrale puisse prêter de l'argent à des banques en versant de l'argent. Vous avez bien entendu. La Banque centrale dit, je vous prête de l'argent, en plus, je vous rémunère. Et en plus, la Banque centrale, progressivement, a dit, oui, ben alors, je vous surveille moins. C'est-à-dire, vous pourrez prêter à des entreprises, même si elles n'ont pas les mêmes garanties qu'il y a quelques mois. Parce que c'est trop dangereux. Le système est a trop explosé. Et dernièrement, le Peltro 3, le dernier programme, c'est même aux ménages que vous pouvez prêter. Donc, il n'y a pas de rentabilité au bout. C'est les ménages. Et donc tout ça, c'est une logique qui nous semble complètement étrange parce que justement, on nous a raconté que le non lucratif était vraiment secondaire. Et là, on est en train de nous dire que de toute façon, tout ce qui bouge est bien parce que il faut que l'humanité, que la société marchande puisse continuer à fonctionner. Donc, il faut tenter ça. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de propositions. Donc, cette approche tout à fait presque réaliste maintenant de la monnaie hélicoptère, il faudrait peut-être bosser un peu sur la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire la Banque centrale prêtant de l'argent aux particuliers eux-mêmes, et donc apportant de la création de monnaie, j'enlève prêter, apportant de la création de monnaie aux particuliers eux-mêmes, alors moi j'entends particulier association, parce que effectivement, il s'agit bien que tout le monde reste vivant. Et ma démonstration est simple, elle veut dire qui a tenu l'intérêt général pendant toute la période de la pandémie, c'est la vie associative, c'est pas le système économique. Qui doit tenir l'intérêt général plus tard? En quoi on peut, si on veut avoir confiance dans l'avenir, est-ce qu'on peut avoir confiance dans un système marchand qui a explosé en vol, ou est-ce qu'on doit avoir confiance dans un système de relations de personne à personne et de solidarité qui a permis, voilà un argumentaire fort au nom des droits humains fondamentaux
qu'aucun politique ne peut supprimer. Et là, on a une démonstration de fait. Et en plus, votre système marchand, il a adopté cette vision de l'intérêt général, à savoir que c'est plus la rentabilité qui compte, c'est la survie des uns et des autres, dont les entreprises, dont les ménages. Ce serait trop con de pas essayer. Si c'est pas réaliste, là, ça sera pas réaliste. Mais après la négociation, parce que là, je vois des mouvements politiques, je vois des prix Nobel, je vois des économistes dire, mais non, vous inquiétez pas, la création de monnaie, elle sera pas remboursée, parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit remboursée par celui qui crée de la monnaie. Ça paraît bizarre, mais les compétences sont là, et c'est au nom de l'intérêt général. Et moi, je considère que porteuse des droits humains fondamentaux, c'est là l'intérêt général, et bien le mouvement associatif est bien meilleur que le système marchand capitaliste, et que ce serait dommage. Alors, moi, j'y vais avec mes petites mains et mes petits bras, je sais pas négocier, mais je verrais très bien le crédit mutuel, le crédit agricole et autres systèmes mutualistes être justement devant la contradiction. Soyez porteur d'intérêt général avec ce système bancaire qui vous est proposé, mais faites-le au nom de la vie associative, au moins de la relation sociale, pour ne pas dire relation solidaire. C'est quand même dommage de ne pas les convoquer sur cet enjeu d'intérêt général qui est la confiance dans l'avenir passe par la vie associative. Excusez-moi, je m'emporte. Très bien, merci. Je pense qu'on va passer à la suite, parce qu'on est malheureusement contraint au niveau des horaires. Bon, c'est toujours assez frustrant quand on voit le débat s'élancer avec des éléments d'analyse partagés et des idées proposées, mais malheureusement, voilà, on a aussi d'autres débats qui arrivent au cours de la journée, donc on est contraint à ça. En tout cas, je remercie les deux intervenants qui étaient présents, donc Madame Freuder et Monsieur Lucas, pour leur disponibilité et leur engagement dans ces travaux.